Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Vidéo de présentation du Tour de France, présentation des favoris, des grimpeurs. Alors dans cette vidéo de présentation des grimpeurs, on aura deux catégories. On va avoir la bagarre pour le maillot jaune, c'est ce qui va nous intéresser dans la majorité de cette vidéo. Et puis on aura également une petite entourloupe, on va dire, pour les favoris pour le maillot à pois, parce que c'est vrai que cette année, la bagarre pour le maillot à pois s'annonce très intéressante avec pas mal de leaders qui peuvent se mêler à cette bagarre du maillot à pois. Donc on va voir un petit peu qui est en capacité de faire quelque chose d'intéressant. On commence tout de suite cette vidéo pour éviter qu'elle dure 1h15 comme le départ fictif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis on commence tout de suite. Alors, pas de présentation du parcours, j'en avais déjà fait une, c'est vrai qu'on me l'a demandé, j'avais déjà fait une présentation du parcours au moment de la présentation du Tour de France. C'est même une vidéo qui a plutôt bien marché parce qu'on est à 3000 vues, hein. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Je pense qu'elle a battu la vidéo hommage à Nicolas Portal qui elle était bien plus ancienne lors de la mort de Nicolas Portal. Avec ce fameux lapsus en début de vidéo, mais j'avais décidé de le garder. Donc d'ici, enfin voilà, il n'y aura pas de vidéo de présentation du parcours. Bon, on commence tout de suite. Je peux juste vous dire un petit peu en introduction que le parcours, c'est un parcours pour les audacieux. Il faudra prendre sa chance, il faudra oser, parce que le parcours offre des possibilités. Il y a beaucoup de montagnes, peut-être un peu trop, donc j'ai peur que sur certaines étapes, on se regarde un petit peu en chat de faïence en attendant la 3e semaine. Il faudra faire attention parce que dans les Pyrénées, il n'y a que 2 étapes qui permettront de faire la différence. La première étape ne le permettra pas, où il faudrait partir de très loin, ce qui veut dire une grosse prise de risque. Et il faudra une bonne gestion de ses ressources physiques parce que sinon on peut complètement exploser dans les Pyrénées. Il y a quand même 2 belles étapes dans les Pyrénées. La deuxième est très intéressante, notamment, mais même la montée vers Peyrecude ne sera pas facile. Et puis il faudra passer la première semaine hein, pour les grimpeurs, bien entendu, avec le Danemark et la possibilité quand même d'avoir des bordures. La possibilité d'avoir des bordures du côté de l'étape de Calais aussi, et d'avoir une étape très animée. Et puis une étape compliquée du côté des pavés. Plus long, oui, on peut se prendre des écarts. Donc voilà, après, une fois que tu as passé l'étape de Châtel, c'est bon. Pour les grimpeurs, ça sera bien l'étape de Châtel. On va commencer avec les coureurs qui ne sont pas sélectionnés tout de suite. Hein, on va regarder tout de suite les coureurs qui ne sont pas sélectionnés pour ce prochain Tour de France parmi les grimpeurs. Parmi les grands noms, on pourrait dire quand même Julien Lafilippe, bien entendu, le champion du monde, qui n'est pas au départ. Alors j'en ai parlé dans la vidéo départ fictif. Un jour de course, c'était un peu trop risqué. Pour la Quick Step, j'aurais été surpris que ça soit l'inverse. Parmi les non-sélections, pour moi, la grosse surprise, c'est quand même Simon Yates, qui a abandonné pendant le Giro. On aurait pu s'attendre à ce qu'il revienne pour le Tour de France. Ça n'a pas été décidé du côté de la Bike Chain, donc Simon Yates est encore au repos. Bien entendu, Egan Bernal, mais Egan Bernal a quand même connu une énorme chute en tout début de saison. Quand on avait fait la vidéo sur Egan Bernal, sur sa chute, j'avais dit il y a peu de chances qu'on le voit cette année. Cette prémonition commence à se rapprocher parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à réparer et puis surtout il faut retrouver encore la condition physique. Clément Champoussin du côté d'AG2R, du côté des coureurs français, c'est je dirais le meilleur grimpeur qui manque, Clément Champoussin. Et puis Marc Padoun du côté de l'Ukraine, bien entendu, mais on a vu un Marc Padoun en grande difficulté depuis le début de saison, surtout depuis la guerre en Ukraine. J'ai l'impression qu'il a un peu la tête autre part et c'est tout à fait compréhensible. Et puis Bruno Armirail du côté de la Groupama, ça c'est pas vraiment du côté des grimpeurs, mais c'est du côté des coureurs qui auraient pu accompagner les grimpeurs. Je pense qu'on y reviendra quand on parlera de David Gaudu. Ça, c'était les non sélectionnés et on passe tout de suite aux favoris. Du côté des favoris, le double vainqueur, le double tenant du titre, bien entendu, et peut-être archi favori encore cette année, c'est Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui sera encore bien entouré chez UAE. Petit changement
mais qui vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Trentin est remplacé par Hirschi, Trentin est Covid. Et donc George Bennett, Mikkelberg, Langen, Maika, McNulty, Soler. Je rappelle que nous sommes mercredi 29 juin, qu'il est 14h09. Donc c'est la start list de 14h. Donc il se peut que cette start list se modifie encore dans les heures à venir. Donc Pogačar, très bien entouré, déjà avec, je dirais, un très bon lieutenant qui est quand même Rafał Majka. Vous rajoutez à ça Marc Soler, McNulty qui sont quand même pas des peintres, George Bennett qui fait également du bon travail. Vous rajoutez encore Marc Hirschi et puis Mikkelberg pour le plat et Langen également, je pense qu'ils auront un rôle sur le plat. Donc dans cette équipe UAE, il n'y a pas vraiment de grosses surprises. On a des très bons coureurs. Pogačar sera bien entouré. Pogačar qui a fait un bon début de saison, mais qui a fait un peu plus de jours de course, peut-être que d'habitude, avec notamment le Tour des Flandres qui a été à son programme. Donc voilà, c'est pas forcément simple pour Pogačar. On va voir s'il n'a pas peut-être ajouté un peu trop de jours de course. Il a dominé le Tour de Slovénie, mais on ne peut pas dire qu'il y avait véritablement une grosse opposition. Vainqueur également de Tirreno Adriatico, donc 4e du Tour des Flandres, 5e de Milan-San Remo, 10e de À travers les Flandres, 12e de la Flèche Wallonne. Il a moins couru par contre sur les classiques ardennaises, vu que je crois me rappeler qu'il était Covid. Et vainqueur également de l'UAE Tour et d'Estrade Bianche. Les 3 premières courses auxquelles il a participé les a remporté. Il fera également la Vuelta en deuxième partie de saison et le Tour de Lombardie, donc programme quand même chargé pour Pogačar techniquement. S'il n'a pas de coup de moins bien, il va être difficile à prendre. L'équipe est très forte, lui est plutôt performant, donc s'il n'a pas un coup de moins bien, ça va être compliqué. Les pavés, il va plutôt bien les passer. Il a 1m76, 66 kg, c'est quand même un peu le profil, un profil intéressant. Donc ça va pas être facile de battre Pogačar. Il y a 50 km de chrono en plus, même 53 ou 54. Donc là aussi, il peut prendre du temps sur le chrono. La planche des belles-filles, ça correspond à ses qualités. La super planche des belles-filles. Faudra voir en haute altitude. C'est vrai que cette année, on passe souvent en très haute altitude à plus de 2000 mètres. Est-ce qu'au niveau de la récupération il va tenir? Et puis le fait d'être seul contre tous, c'est pas toujours facile. Et maintenant c'est l'adversaire numéro 1 de tous les favoris. Il se pourrait peut-être qu'on ait des alliances pour faire tomber Pogačar. Donc il faudra qu'il fasse attention. Il est attendu désormais, ça c'est clair et net. Et on va voir s'il va réussir à tenir. Ça sera peut-être pas si facile que ça. Jamais 203 on dit, mais bon, parfois c'est pas simple. Face à lui, Primož Roglič. Alors Primož Roglič, là aussi, saison moins bonne que les précédentes. Alors, il voulait courir plus, mais au final, il est à peu près sur les mêmes eaux que d'habitude en termes de jours de course. Vu qu'il a 26 jours de course, donc il n'a pas beaucoup plus que l'année dernière, tout simplement parce qu'il a été pas mal handicapé par son genou, surtout au moment du Tour du Pays Basque où il a fini 8e. Malgré une victoire lors du prologue, lors du contre-la-montre, c'était une première étape. Ensuite, il avait été un peu plus en difficulté, des douleurs au genou, et puis il avait fini assez fatigué. Sur le Dauphiné, ça s'est plutôt bien passé, mais là encore, il n'y avait pas une grosse adversité sur ce Dauphiné. Victoire également sur Paris-Nice, qui était une victoire importante pour débloquer psychologiquement le fait que en France, ça s'était rarement très bien passé pour lui. Et puis 28e de la Drôme Classique et 26e du côté de la Classique de l'Ardèche au mois de février. Pour Primož Roglič, c'est peut-être l'année ou jamais, avec du chrono, avec également des étapes qui peuvent lui correspondre, de l'altitude. Il faudra qu'il tienne 3 semaines. Il a une belle équipe autour de lui, Primož Roglič, avec Kruijswijk, Sepp Kuss et Vingegaard. Ça sera encore difficile de déterminer qui sera leader entre Roglič et Vingegaard. Malgré tout, sur cette équipe, on joue 2 lièvres à la fois, ce qui ne sera pas facile à réaliser, vu qu'on joue également le maillot vert avec Wout van Aert. Ce qui fait qu'on a une équipe un peu particulière, vu qu'on a quand même
pas mal de rouleurs, pas mal de coureurs pour le plat. Je pense à Van Hooijdonk, je pense à Tige Benoot, je pense à Christophe Laporte, qui ne seront pas d'une très grande utilité dès qu'on atteindra la haute montagne. Il faudra voir également comment Van Aert se sacrifiera pour Primoz Roglic. Donc Jumbo, sur le papier, c'est intéressant, mais l'équipe me semble quand même un peu moins solide que l'équipe UAE. Surtout, le collectif est moins important en nombre que du côté du UAE en haute montagne. Et le fait de jouer deux lièvres, de courir deux lièvres à la fois, ça peut peut-être être un petit peu compliqué. On passe à Ineos avec Martinez. Daniel Felipe Martinez. Alors je sais que certains ont plus de doutes que moi sur le fait que Daniel Felipe Martinez soit le leader de cette équipe Ineos. C'est vrai que sur le Tour de Suisse, ça ne s'est pas très bien passé pour lui, face notamment à Geraint Thomas qui s'est imposé. Mais je rappelle également qu'il revenait d'un stage. Et c'est vrai qu'il n'avait pas couru depuis 7 semaines lors du premier jour de course en Suisse. Ça a couru quand même vraiment vite en fin de course. Et c'est un peu normal quand même qu'il ait craqué après un stage. Il finit quand même très très bien. Il fait un énorme travail pour Geraint Thomas et il finit avec un très beau contre-la-montre. Donc c'est plutôt pas mal pour Martinez qui juste à maintenant est plutôt très bon. On a également dans cette équipe donc Castroviejo, Ganna, Pidcock, Luc Robeux et Dylan Van Baarle. Donc une équipe qui sera pas mal sur le plat. Ganna, Van Baarle et Pidcock devrait faire le travail avec un Pidcock qui pourra avoir un petit peu le même rôle que Van Aert du côté de la Jumbo. Castroviejo qui devrait être lui utilisé un peu plus en montagne que d'habitude. Et puis on a donc Geraint Thomas, Adam Yates. Adam Yates qui souffre quand même du fait qu'il a dû abandonner le Tour de Suisse, qu'il a abandonné le Tour du Pays Basque également, 4e de Paris-Nice, 2e de l'UAE Tour derrière Pogačar. C'est vrai que c'est aussi un des coureurs qui a réussi à suivre Pogačar sur l'UAE Tour. De l'autre côté, Geraint Thomas, coureur qui lui a un peu plus couru, 32 jours de course quand Adam Yates en a seulement 26. Du côté de Geraint Thomas, on a été très bon sur le Tour de Suisse, mais sinon les autres résultats sont beaucoup moins intéressants. 19e seulement du Tour de Romandie, pas dans le coup sur Liège et la Flèche Wallonne, 39e du Tour du Pays Basque, 17e de la Semaine internationale Coppi et Bartali, 62e du Tour de l'Algarve. Mais je rappelle que Geraint Thomas est un petit peu un moteur diesel en début de saison. Malgré tout, à part le Tour de Suisse, les autres résultats n'ont pas été incroyables. Le coureur britannique, mais il a un avantage, Geraint Thomas. Il a déjà fait Paris-Roubaix, donc il sait passer les pavés. Et même si on se souvient, il avait fini 2e d'une étape derrière Trousoft des pavés en 2010 à l'époque. Je crois me rappeler, c'était 2e ou 3e. L'étape où Frank Schleck s'était cassé la clavicule à l'entrée du premier secteur pavé. Et puis Geraint Thomas qui aura également d'autres objectifs du côté des Jeux du Commonwealth. Ça sera au mois d'août avec l'épreuve sur route et du contre-la-montre pour l'équipe du Pays de Galles normalement, parce que Geraint Thomas c'est Cardiff, voilà, donc l'équipe du Pays de Galles, parce que je rappelle les Jeux du Commonwealth, la Grande-Bretagne n'est pas sous une seule bannière, c'est chacun a sa propre équipe, je crois me rappeler, du côté du Tour du Commonwealth. Et donc Adam Yates, le fait qu'il ait abandonné ses 2 dernières courses par étape, c'est vrai que ça ne l'aide pas pour arriver en confiance avant le Tour de France. Après, encore une fois, sur le AE Tour, il avait été plutôt très intéressant. Et puis, je termine avec Vlasov. Vlasov qui est peut-être le coureur le plus impressionnant depuis le début de saison derrière les 2 Slovènes. Il a été impressionnant, notamment sur le Tour de Suisse lors de sa victoire d'étape à Novazzano. Dommage, le lendemain, abandon pour cause Covid. Tour de Romandie qu'il a dominé, notamment en faisant un très bon contre-la-montre du côté de Villars. 3e de la Flèche Wallonne, alors que c'était la première fois qu'il montait le mur de Huy. 14e de Liège-Bastogne-Liège. 2e du Grand Prix Miguel Indurain derrière Warren Barguil. Vainqueur du Tour de la Communauté de Valence. 4e de l'UAE Tour. Abandon par contre sur Paris-Nice. Mais sinon il a été très bon. 3e du Tour du Pays Basque. Ça a été plutôt un bon début de saison pour Alexandre Vlasov, qui m'a impressionné à chaque fois en montagne. Et sur ses qualités en contre-la-montre, parfois un petit peu inconstant,
Mais sinon, il a été très très bon. Et puis une équipe intéressante autour de lui, même si elle est un peu moins solide que sur le dernier tour d'Italie. L'équipe Bora, il y aura quand même Lennart Kamna, Patrick Conrad, Gros Schartner, Maximilian Scharmann, Danny Van Poppel, Nils Politt, Marco Haller également au départ. Donc on aura du monde. On n'aura pas Sam Bennett au départ du côté de la Bora. Donc c'est-à-dire que vraiment on mise quand même sur Vlasov. C'était un petit peu l'inquiétude qu'on pouvait avoir. Est-ce que Vlasov aurait une équipe 100% à son service? C'est quand même vraiment le cas et il est leader unique du côté de la Bora. Alors peut-être que Kamna tentera le maillot à poids. Je ne suis pas totalement convaincu par cette option, mais du côté de Vlasov, ça va être très intéressant. Je me suis légèrement étouffé, hein, donc j'ai perdu légèrement mes cordes vocales. Et puis j'ai enregistré une vidéo d'une heure et quart tout à l'heure aussi. Hein. On poursuit avec les outsiders. Du côté des outsiders, je commence avec Damiano Caruso. Damiano Caruso, qui pour moi est le leader hein, du côté de la Bahreïn. Jack Haig est plutôt leader de rechange. Du côté de Damiano Caruso, eh bien, il y a eu du bon et du moins bon du côté de Damiano Caruso. C'est-à-dire qu'il y a eu du bon, le Tour du Sicile, notamment du côté de l'Etna, où il surperforme. Tirreno Adriatico, 7ème place, c'était pas si mal. 3ème du Tour d'Andalousie, mais c'était sa reprise de la saison. Par contre, il y a eu du un peu moins bon. Je parlerai notamment du Tour de Romandie et même le Dauphiné, où je ne l'ai pas trouvé transcendant, je ne l'ai pas trouvé au-dessus du lot. C'est pour ça que je le mets comme coureur outsider. Pour moi, Damiano Caruso, parce que sur le Tour de Sicile, c'était impressionnant, mais vraiment pas une grosse opposition. Et sur ces autres courses, c'est vrai que sur le Dauphiné, je suis resté quand même un petit peu sur ma faim. Certes, 4e du général, mais on ne l'a jamais vraiment vu avec une super aisance. Et puis il finit quand même assez loin de Primož Roglič. Sur le Tour de Romandie, 6e, là encore, il finit quand même loin aussi de Vlasov. Donc, ces deux dernières sorties m'ont un peu refroidi. Malgré tout, il aura une belle équipe. Hein. Du côté de Jack Haig, sur le Dauphiné, il fait 5, hein, donc juste derrière Caruso. Sinon, 6e également de Paris-Nice et du Tour d'Andalousie. Mais j'ai quand même l'impression que son déficit en contre-la-montre est trop important. Et donc, ça sera plutôt Caruso, à part si Caruso tombe lors de la première semaine de course. Du côté de cette équipe, donc on est bien entouré avec Jack Haig, Mohoric, Sanchez, Dylan Teuns, Stratnik, Fred White, qu'on a vu, et puis Kamil Gradek, Fred White et Gradek sur le plat, avec peut-être également Mohoric. Dylan Teuns, il faut mieux l'avoir avec soi que contre soi, c'est toujours un petit avantage. Autre coureur outsider, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor qui sort quand même d'un très bon Dauphiné où il finit 3e. Malgré tout, Ben O'Connor, j'ai l'impression quand même que c'est une chouille en dessous des 4 favoris que j'ai cités précédemment. Mais on a vu un beau collectif autour de lui lors du Dauphiné libéré, 5e également du Tour de Romandie, vainqueur du Tour du Jura cycliste, 6e de la classique Grand Besançon, 6e du Tour de Catalogne, abandon pour cause de maladie sur Paris-Nice, mais il était plutôt bien embarqué, et 7e sur le Tour d'Andalousie en tout début de saison. Je dis toujours, avec Ben O'Connor, on n'est jamais déçu. 4e du dernier Tour de France en ayant gagné une étape, vainqueur également d'une étape sur le Tour d'Italie. Ça fait quand même depuis 2 ans qu'on n'est pas réellement déçu par les performances de Ben O'Connor. Maintenant, il va falloir peut-être qu'un ou deux leaders vraiment manquent de performance pour qu'il arrive à aller les chercher. Mais voilà, il est bien entouré là aussi hein, du côté d'AG2R. On a mis Geoffrey Bouchard, Michael Scherl, Cosnefroy, Jungels qui a fait un très bon Tour de Suisse, Paris Peintre, Nezen de Wolf pour le plat. C'est sûr qu'en plus, si Bob Jungels a le même niveau que lors du dernier Tour de Suisse, ça va être très intéressant pour Ben O'Connor qui aura vraiment un très bon lieutenant. Michael Scherl, c'est toujours un équipier excellent. Cosnefroy, sur les étapes de Vallonné, c'est toujours une aide en plus. Et puis Geoffrey Bouchard, alors on ne sait pas trop hein, du côté de Geoffrey Bouchard, parce qu'il y a eu certes sa victoire d'étape sur le Tour des Alpes, mais aussi du moins bon du côté de Geoffrey Bouchard. Donc on verra comment il sera du côté d'AG2R. Du côté des outsiders, je continue avec Henrik Mas du côté de la Movistar. Henrik Mas qui est très bien entouré du côté de la Movistar avec Carlos Verona, Emmanuel Orviti, Albert Torres, Gorka Izagirre, Mühlberger, Oliveira
et la grande asperge Matteo Jorgensen, très grand gabarit qui je pense aura du mal sur les pavés. Du côté d'Henrik Mas, très bon grimpeur, mais qui a été peu à son avantage en ce début de saison, à part la 4e place sur le Tour de la Communauté de Valence. Sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. 6e du Tour du Pays Basque, mais on aurait pu s'attendre à un peu mieux. Du côté du Dauphiné, il est tombé en plus, et il a dû abandonner la course. Donc ça n'a pas été incroyable pour le moment pour lui. Du côté de Jorgensen, il y a eu un abandon sur Paris-Nice qui lui a coûté quand même 3-4 mois. Donc, ce qui fait que lui, il n'a que 25 jours de course dans les pattes. Mais ça veut dire qu'il va arriver frais. Matteo Jorgensen qui jouera surtout peut-être le maillot blanc face à Brandon McNulty. Lui qui a fait quand même 4e du Tour de la Provence en début de saison. Il faut s'en rappeler, il avait été très bon lors de cette course. Et même sur Paris-Nice, il avait fait 3e d'une étape malgré sa chute du côté d'Orléans. Donc ça sera Henrik Mas le leader de cette formation devant Jorgensen. Pourquoi je ne le mets pas parmi les favoris Henrik Mas? Tout simplement parce que sur le début de saison, je trouve qu'il n'a pas assez montré de choses, assez prouvé son talent et ses qualités en ce tout début de saison. On poursuit avec les outsiders, un dernier outsider avec David Gaudu. David Gaudu bien entouré du côté de la Groupama FDJ, même si on a pris Antoine Duchesne. Je ne suis pas totalement convaincu par Antoine Duchesne, mais Kevin Genietz, qui est un très bon équipier. Stéphane Kung, excellent également sur le Tour de Suisse. Olivier Legac, Valentin Madouas, toujours là pour aider. Thibaut Pinot, qui aura un rôle d'électron libre et dont on reparlera un peu plus tard. Et puis Michael Storer également du côté de la Groupama FDJ qui monte en puissance. Storer, on devrait avoir un très bon Storer qui devrait aider également David Gaudu. Alors David Gaudu, il y a également du bon et du moins bon pour le coureur français, des belles performances sur le contre-la-montre. Ça c'est vrai que c'est plutôt le côté positif du côté de David Gaudu. Par contre, un craquage sur une étape, sur la dernière étape du Dauphiné. 18e place seulement sur le Tour du Pays Basque. Abandon lors de Paris-Nice en n'étant jamais très performant. Donc, du bon parce qu'on l'a vu sur le chrono, ça va beaucoup mieux, notamment sur le Tour de l'Algarve où il a été très performant. Du moins bon parce que il a quand même abandonné des courses et que parfois il n'a pas couru en très bonne condition physique et que c'est vrai que le Dauphiné, la dernière étape, là aussi, ça m'a légèrement refroidi vu qu'il a complètement explosé. Donc on verra ce que ça va donner du côté de David Gaudu, surtout qu'il devra gérer la pression parce que je dirais qu'au départ, c'est le seul Français qui peut faire top 10 au général, vu que Romain Bardet, Martin et Thibaut Pinot, Guillaume Martin et Thibaut Pinot, ont plutôt décidé de se concentrer sur les victoires d'étape. Pareil pour Warren Barguil. Donc David Gaudu est un petit peu la seule chance française du côté du général, parce que pour moi, Pierre Latour, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est... Voilà. Il va falloir gérer cette pression-là également du côté de David Gaudu, d'être le seul leader du côté du général pour toute une nation qui attend toujours une relève à la dernière victoire de Bernard Hinault. C'était en 1985. Donc voilà, on va bientôt arriver aux 40 ans. Oui, en 2025, ça sera les 40 ans de la victoire de Bernard Hinault. Les grosses cotes, alors vous savez, les grosses cotes, c'est des coureurs auxquels j'y crois pas énormément, mais bon, on va quand même en parler parce qu'ils pourraient peut-être faire un top 10 si les circonstances de course sont bonnes. Je commence du côté des grosses cotes avec une équipe française à Cofidis, avec Ion Izagirre, qui pour moi est le leader pour le général de cette formation, le coureur espagnol. Alors du côté du coureur espagnol, il y a eu du bon et du moins bon. Dans le bon, du côté d'Ion Izagirre, c'est le Tour du Pays Basque, notamment la dernière étape où il est excellent. Du côté du moins bon, le Tour de Suisse, où ça n'a pas été fou. Il a eu un petit peu de mal lors de ce Tour de Suisse. Du côté des championnats d'Espagne, il a fait 5e du chrono et il a abandonné lors de la course sur route. Donc 2e du Tour du Pays Basque, 7e de Paris-Nice, 6e de Grande Camino. Donc très bon début de saison. C'est un petit peu plus compliqué depuis quelques temps. Il a aussi 40 jours de course dans les pattes, ce qui commence à faire une chouille, même si ce n'est pas non plus si inquiétant
que ça. Du côté de la Cofidis, on jouera également plusieurs cartes, le maillot à poids avec Guillaume Martin, également des victoires d'étape avec Brian Cocard, pourquoi pas un bon classement du côté du maillot vert. Donc c'est vrai que l'équipe autour de Yannis Aguirre n'est pas incroyable. On a aussi un Victor Lafay qui voudra peut-être gagner une étape de puncher. C'est vrai que la Côte de Mende par exemple pourrait convenir à Victor Lafay. Donc on se retrouve à avoir une équipe qui joue énormément de cartes différentes, ce qui ne sera pas facile du côté de Yannis Aguirre. Et puis Yannis Aguirre sur les courses de 3 semaines, il n'a pas eu des très grands résultats. Il est surtout très bon sur les courses d'une semaine, mais sur les courses de 3 semaines, il a plus de mal à gérer la situation pour le coureur qui a désormais 33 ans, qui a commencé chez Orbea Oreca, donc l'équipe continentale, à l'époque la réserve de Schketel, avec notamment Yona Berastouri, avec Yannis Aguirre, Mikel Landa. C'était pas une mauvaise année, hein. Non, il y avait des bons coureurs à cette époque du côté de Orbea. Et l'année d'avant, c'est l'année où ils avaient Romain Sicard à l'époque, qui a été très performant, mais les problèmes de genoux qui l'ont handicapé, et puis ensuite des problèmes cardiaques qui l'ont obligé à arrêter sa carrière. Parmi les grosses cotes, Lutsenko, clavicule en début de saison, on l'a très peu vu. Quand on l'a vu, il était rarement dans le coup. Sur le Tour de Suisse, lui, il y était. Et puis Astana, la situation est compliquée. Pour le moment, on a quand même très peu de coureurs qui sont à leur niveau. Là aussi, hein, formation assez particulière avec. On sent qu'on joue plusieurs cartes. On a Dombrowski, on a Fabio Felline, Gianni Moscon également, pourquoi pas pour des étapes avec des arrivées en puncher, mais surtout beaucoup de coureurs qui ne sont pas pour le moment à leur top niveau. Et c'est vrai que du côté d'Alexei Lutsenko, eh bien, on l'a très peu vu sur le Tour de Suisse, c'était pas fou. Et en fait, à part sa 9e place sur le Tour d'Andalousie et sa victoire sur la Classica Jaén Paraiso, eh bien, il a très peu couru, hein, il faut le dire, 20 jours de course seulement. C'est peut-être un peu faible, même s'il a fait le Tour de Hongrie avant d'aller sur le Tour de Suisse. Donc voilà, le Tour de France. Mais je suis un petit peu inquiet pour celui qui avait pris la 7e place de tête lors de l'année dernière sur le Tour de France. Il était 7e, voilà, il avait fini également 2e du Dauphiné libéré. Donc là, on voit que sur le Tour de Suisse, ça n'a pas été foufou. Rigoberto Urán, du côté de F, donc il sera avec Guerrero, Bettiol, Bissegger, Doul, Kort Nielsen, Poles et Jonas Roch. Alors déjà, bon, l'équipe fait pas énormément rêver. Ensuite, vous avez 2 cartes chez EF, c'est Rigoberto Urán et Ruben Guerrero. Mais de toute manière, ça sera entre 8 et 10 au niveau du général. Et puis Urán, il commence à vieillir. Pour moi, je miserais un peu plus sur Guerrero, qui a été quand même intéressant sur le mois de juin. Louis Mentiès, du côté d'Intermarché, c'est un peu toujours la même chose avec Mentiès. C'est un coureur qui est efficace sur 3 semaines. Le problème, c'est que le chrono va lui faire perdre plus de 6 minutes. Ça, c'est clair et net du côté de Mentiès, c'est pas son truc. Je pense que les pavés, ça va être dur. C'est pas un coureur qui aime énormément frotter, Mentiès. Ouais. Pourquoi pas le maillot à poids également pour Mentiès, mais pour le général, ça sera entre 8 au-delà de la 8e place. Et je pense qu'on sera au moins sur un écart supérieur au quart d'heure de retard pour Mentiès à l'arrivée. C'est dommage, hein, le Sud-Africain qui a des très bonnes qualités de grimpeur, mais il a quand même des lacunes dans certains domaines. Nairo Quintana, là aussi, on vise quand même plusieurs cartes, maillot à poids avec Barguil, Hofstetter pour le maillot vert, pour au moins gagner des étapes. Ça va pas être facile, malgré tout, il a l'avantage, c'est que sur les pavés, il sera entouré de Capiot et de Hofstetter et de Mathis Louvel, ce qui est plutôt intéressant, même avec Connor Swift. Mais bon, du côté d'Arkea, on joue beaucoup de cartes différentes aussi, 3 cartes différentes, donc ça va peut-être être pas facile pour le coureur colombien qu'on a quand même vu, on l'a vu en début de saison, mais ensuite il a un peu disparu des radars, hein, Nairo Quintana. Et puis Arkea, ils étaient sur une très très bonne dynamique en début de saison, mais le mois de juin a été beaucoup moins intéressant pour eux, donc ça peut-être être compliqué. Sur la route du Sud, il finit 7e. Vous savez que je n'ai pas suivi la route du Sud, qui a quand même été un petit peu particulière.
avec la canicule. 4e du Tour de Catalogne, sans vraiment être non plus extraordinairement à l'avant de la course. Il a dû abandonner sur le Tour de Turquie, après une chute, mais il avait été très bon sur le Tour de la Provence, le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Une 5e également de Paris-Nice, mais ces dernières années, il a souvent fait des gros débuts de saison, il a été plus en difficulté. Ensuite, il fera également la Vuelta, donc c'est difficile de savoir quel sera son objectif prioritaire entre le Tour de France et la Vuelta. Et puis je rappelle que c'est un coureur qui est en fin de contrat, Nairo Quintana, avec Arkea. Pierre Latour, bon, déjà il a eu une grosse période d'arrêt, hein, Pierre Latour. Ensuite, l'équipe également joue plusieurs cartes, notamment quand on voit au départ Peter Sagan qui sera entouré de Boasson-Hagen, de Bonnard, de Danielos et de Turgis. Vuillarmo, je pense, tentera de viser une victoire d'étape. Donc, il va se retrouver un petit peu seul. Et puis la Tour, en haute montagne, on a vu quand même les limites l'année dernière. Donc, j'y crois pas vraiment. Et vu qu'en contre-la-montre, ça s'est pas très très bien passé lors des championnats de France, je suis pas hyper assuré. Fuglsang, ça serait bien que Fuglsang marque des points du côté d'Israël. Autant en temps normal, j'aurais dit non, Fuglsang joue pas le général, joue les victoires d'étape. Sauf qu'Israël est tellement à la ramasse en termes de points que je pense qu'on va le forcer à jouer le général. Or, il avait dit l'année dernière, je ne joue plus le classement général des grands tours. Sur 3 semaines, il est capable de faire top 10, hein, Fuglsang. Parce que il a un problème, c'est la récupération. C'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Malgré tout, il a des qualités de puncher, des qualités de grimpeur. Voilà, il n'a pas trop de soucis en haute altitude, c'est la récupération. L'équipe est intéressante quand même. On a Michael Woods, mais trop de lacunes au niveau du contre-la-montre pour l'entourer. On a Chris Froome, Simon Clark, Goldstein, Hugo Houle, Darlene P, Chris Neyland. Il faut savoir que c'est l'équipe la plus âgée sur ce Tour de France Israël, et assez largement. Donc moi je mettrais Fuglsang comme leader, et puis pour le général, et puis je pense que Froome, Woods tenteront de jouer les échappées. Je pense qu'on verra pas mal d'Israël dans les échappées dans les jours dans toutes ces 3 semaines de course, vu que Daryl MP au niveau du sprint c'est quand même un petit peu léger. Et puis Franck Bonamour du côté de BNB Hotel. BNB Hotel, ils sont à la ramasse, mais bon, Franck Bonamour, pour un top 15, hein, pas mieux, mais ça ferait déjà beaucoup de bien. Je pense à BNB Hotel. Et puis sinon, toujours la possibilité d'aller chercher des étapes. Le début de saison a été compliqué pour Franck Bonamour. Le début de saison, de toute manière, a été compliqué pour BNB Hotel. Et puis, du côté de cette équipe, là aussi, on joue plusieurs cartes. Mozzato, Cyril Barth, Goujard. Mais pour une 15e place au général, pour moi, ça ne pose pas de problème. On passe désormais, après les grosses cotes, on passe aux coureurs qui peuvent se battre pour le maillot à pois. Du côté du maillot à pois, j'ai mis Thibaut Pinot. Pourquoi Thibaut Pinot, le coureur français? Déjà parce que il a un autre leader que lui pour le général, c'est David Gaudu. Parce que Thibaut Pinot, lors du Tour des Alpes, a été impressionnant, lors du Tour de Suisse également. Pour aller chercher les étapes, il est très fort. Il va perdre du temps, je pense, sur la première semaine de course, donc il ne sera pas dangereux pour le général. C'est un coureur très intéressant. Romain Bardet, parce que Romain Bardet, ces derniers temps, fait partie des meilleurs grimpeurs français. Très bon sur le Tour des Alpes, très bon au départ sur le Tour d'Italie. Hein, il était quand même très très bien parti pour faire le podium. Il a abandonné quand même à mi-Tour d'Italie, donc il n'a pas trop de fatigue. Malgré tout, il faudra se méfier en 3e semaine. Mais Romain Bardet, qui n'a pas couru depuis quelques temps quand même en France, hein. L'année dernière, il n'a pas du tout couru de course française. Donc là, voilà, il avait envie de revenir en France. Je pense qu'il a gagné en popularité. Et puis là, il joue sans pression, je dirais, surtout les victoires. En plus, du côté de la DSM, on tentera peut-être le général avec Neknesund ou Hamilton. Voilà, on tente autre chose avec Romain Bardet. Du côté de Guillaume Martin, là aussi, un Tour d'Italie qui a été compliqué pour le français. Il joue pas le général, il joue les victoires d'étape. Il y a Yon Izagirre qui jouera le général. Et lui aussi, je pense son objectif, ça sera de perdre du temps dans les premiers jours de course. Je pense que sur les pavés, il aura du mal. Ma petite inquiétude pour Guillaume Martin, c'est que je suis pas sûr qu'il ait la plus grande, ce soit le plus grand stratège de l'histoire. Or, pour remporter un maillot à pois, il faut beaucoup de stratégie, il faut être intelligent.
il faut savoir bien compter et marquer des points au bon moment. Et puis surtout, il faut marquer des points très tôt parce que avec le barème actuel du classement du maillot de la montagne, pour les baroudeurs, c'est quand même pas si évident que ça. Si Pogačar collectionne les points en montagne, ça sera compliqué d'aller récupérer le maillot à poids. Warren Barguil, bah là aussi, le coureur d'Arkea, c'est son objectif. Il veut gagner des étapes. Il y a Quintana qui, je pense, est leader dans sa formation. Donc, il a plutôt les coups des franches. Warren Barguil, et puis bon, il fait partie des meubles. Il a envie de gagner une étape. Il a envie également du maillot à poids. Autre Français qui a envie du maillot à poids et qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur sur le tour sur le Critérium du Dauphiné, c'est Pierre Rolland. Il ne faut pas oublier Pierre Rolland qui a l'air d'avoir retrouvé une excellente condition physique. Il a vraiment très bien travaillé lors du Dauphiné, donc on verra ce que ça donnera avec un peu plus d'adversité quand même que sur le Dauphiné. Et puis avec beaucoup de Français qui voudront prendre les échappées, ça ne sera pas facile de s'en sortir et de réussir à remporter une victoire. Mais bon, il y a l'Alpe d'Huez. Il aime bien l'Alpe d'Huez, Pierre Rolland. Du côté des coureurs étrangers, alors j'ai oublié également, on peut aussi penser à Geoffrey Bouchard, qui a remporté déjà le maillot de la montagne du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne. Il lui manque le maillot de la montagne du Tour de France, Geoffrey Bouchard. Il y a eu du bon et du moins bon. Après, il faudra voir s'il aura les coups des franches avec AG2R ou est-ce que on l'obligera à être au service de Ben O'Connor. Du côté des coureurs étrangers, j'ai mis Dombrowski parce que chez Astana, c'est peut-être le coureur qui a été le plus en vue de l'effectif que nous voyons au départ. Et puis que Dombrowski, c'est un coureur qui est très bon baroudeur, qui saurait prendre les points. Et puis Lutsenko, je ne suis pas totalement convaincu que Lutsenko soit au top de sa forme. Donc ça peut être un avantage. Michael Wood, toujours très bon en montagne. Michael Wood, c'est le contre-la-montre qui a toujours été un problème pour le coureur canadien. Donc le voir dans les échappées après avoir perdu du temps lors du contre-la-montre à Copenhague, lui il est capable de perdre une 50 à Copenhague. Ça peut être un objectif pour Michael Woods, pour le Canadien, pour tenter d'aller marquer des points et d'aller gagner des étapes là aussi. Cataneo pour Quick-Step. Il ne faut pas oublier que Cataneo, à une époque, jouait les classements de la montagne sur le Tour d'Italie. À l'époque où il était chez Androni, on en a parlé même quelques fois lors du dernier Giro sur les présentations d'étapes de Mattia Cataneo. De Koninck n'ayant pas véritablement des leaders en haute montagne. Cataneo qui jouerait une étape ou le maillot à poids, ça pourrait être intéressant. Et puis Ciccone, le coureur italien, lui il sait faire ça à la perfection. Je crois qu'il a compris désormais que c'était plus un baroudeur qu'un véritable grimpeur. L'équipe est assez particulière parce qu'on a quand même pas mal d'attaquants comme Tony Galopin ou également Bokeh Mollema ou Quinn Simons. Donc il faudra déjà avoir réussir à prendre les échappées. Lui aussi il a fait un Tour d'Italie complet, donc il faut avoir le niveau de fatigue. C'est parfois difficile d'enchaîner le Tour d'Italie et le Tour de France. Et puis il faudra également travailler pour Mats Pedersen qui voudra gagner des sprints. Mais Ciccone, il sait faire le classement de la montagne. On sait que c'est un énorme, il a une énorme endurance, une énorme capacité de récupération, Ciccone. Donc il faut toujours faire attention aux coureurs italiens. Eh bien, on a fait le tour pour les favoris, les grimpeurs et le maillot à poids sur ce Tour de France. Donc n'oubliez pas le programme sur la chaîne, 7h30. Vendredi 1er juillet, présentation du contre-la-montre et présentation des sprinters qui devra arriver après parce que là je suis en train d'uploader le départ fictif en ce moment à 14h43. Je pense qu'il y en a pour un bon moment. Ensuite les grimpeurs et en troisième les sprinters. Donc peut-être que ça sera jeudi pour les sprinters, pour la bagarre, pour le maillot vert. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marek Production. Ciao ciao.